Un chiffre s'effondre, l'autre explose et Bissau vacille. En une nuit, la dissolution du Parlement puis la prolongation controversée du mandat présidentiel creusent un vide, tandis que les rumeurs de détournement nourrissent à cause la colère. Pour des citoyens épuisés, la transition militaire ressemble moins à une surprise qu'à un dernier recours, et la question devient immédiate. Que promet vraiment Ibrahim Traoré, devenu symbole régional? Dans la capitale suspendue, entre résilience populaire et peur de l'inconnu, chaque décision de l'armée peut redessiner la stabilité ou l'effacer. La suite ne consiste pas à célébrer un renversement, mais à mesurer ce qu'il ouvre et ce qu'il menace. Dans un pays où la confiance publique s'est érodée, la transition en Guinée-Bissau est présentée comme une chance de remettre l'État en marche, tout en exposant le risque d'une militarisation durable. L'enjeu central est simple, un système qui protège, qui arbitre et qui fonctionne, sans retomber dans les logiques des guideurs d'exception. Or, la rue attend des gestes visibles, pas des promesses, et chaque journée sans cap clair amplifie l'incertitude économique et sociale. Ici, la comparaison régionale pèse lourd. Au Sahel, des transitions militaires ont déjà servi de référence, et l'image d'Ibrahim Traoré s'invite dans les discussions comme un modèle possible de souveraineté restaurée. Mais ce miroir a un prix. S'il inspire l'espoir, il accroît aussi l'exigence de résultats rapides. La question n'est pas seulement qui gouverne, mais comment et pour qui. En l'espace de 2 ans, la participation aux consultations politiques internes a chuté de près de 30%. Et ce chiffre a agi comme un avertissement silencieux. Quand l'armée interrompt brutalement le statu quo, elle ne fait pas tomber un ordre solide. Elle expose une architecture déjà fissurée. Dans les jours qui précèdent le basculement, deux décisions concentrent la tension: la dissolution du Parlement et la prolongation controversée du mandat présidentiel. Elles paraissent techniques, presque juridiques, mais elles déclenchent une lecture populaire plus profonde. Si la règle est tordue au sommet, alors plus rien ne protège en bas. Les murmures de mécontentement deviennent un bruit de fond, puis une pression visible dans les rues. Et lorsque l'arrestation du président survient, le choc se mélange à un soulagement inattendu, comme si une partie du pays avait cessé d'espérer une réparation par les voies habituelles. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré entre dans le récit, non comme acteur direct, mais comme référence régionale. Dans le Sahel, l'idée de redéfinition souveraine s'est imposée, un processus où des gouvernements cherchent à reprendre le contrôle de systèmes fragiles, souvent par des moyens non démocratiques. La Guinée-Bissau n'est pas le Burkina Faso, et pourtant la comparaison circule parce qu'elle répond à une émotion commune: la fatigue d'un État qui n'arbitre plus et d'institutions qui n'assurent plus la continuité. Cette fatigue se lit dans les services publics qui se dégradent, dans l'impression d'abandon et dans l'incapacité à gérer les urgences. Le renversement est donc perçu par certains comme un sauvetage plutôt que comme une rupture totale. Mais cette perception contient déjà sa propre fragilité. Si l'armée devient l'acteur principal, elle doit aussi devenir le garant de limites, de transparence et de résultats mesurables. Sinon, la transition se transforme en promesse creuse et l'espoir se retourne en désillusion. La question qui s'ouvre dès maintenant n'est pas seulement celle du pouvoir, mais celle de la capacité à reconstruire une légitimité qui n'existait plus. Dans un quartier populaire de Bissau, la nuit de l'arrestation du président se raconte comme une scène sans cri. Un commerçant ferme plutôt, non par panique, mais par prudence, puis rouvre à l'aube en observant la rue comme on lit un baromètre. Des voisins se rassemblent, parlent bas et décrivent toute la même sensation: une surprise calme, mêlée d'un soulagement qu'ils n'osent quand pas revendiquer. Ce micro-événement dit beaucoup.
Il ne s'agit pas d'adhésion aveugle, mais d'une rupture vécue comme la fin d'une inertie devenue insupportable. Dans les institutions, le mouvement est différent, mais tout aussi révélateur. Des fonctionnaires, longtemps réduits au silence, commencent à se manifester, non pour défendre un régime, mais pour réclamer des instructions et un minimum d'ordre. La transition met à nu un appareil administratif habitué à improviser, un système où l'absence de direction avait déjà été normalisée. Et c'est là que l'impact devient immédiat. Quand les services publics ralentissent encore, quand les hôpitaux et les routes se détériorent davantage, la politique cesse d'être un débat abstrait. Elle se transforme en question de quotidien. Dans ce vide, l'armée apparaît à la fois comme bouclier et comme test. La population attend des signes concrets, sécurité, continuité des services et décisions lisibles. Le parallèle avec d'autres transitions régionales revient, et l'ombre d'Ibrahim Traoré s'invite comme symbole d'une souveraineté retrouvée, mais aussi comme rappel d'une attente élevée. Car l'inspiration ne suffit pas. Les habitants veulent savoir si la discipline affichée cette nuit-là peut devenir une gouvernance qui répare au lieu de dominer. À ce stade, un fait s'impose. La rue exige des résultats, pas des récits. La séquence commence par un geste qui paraît administratif, presque banal, mais qui déclenche une onde de choc, la dissolution du Parlement. D'un coup, le pays perd un des rares espaces où la contestation pouvait encore se dire, même de manière imparfaite. Les discussions dans les marchés et les familles changent de ton. Les décisions qui semblaient lointaines deviennent des menaces directes, et la transition, avant même d'exister, est déjà annoncée par la fatigue collective. Vient ensuite l'acte qui accélère tout, la prolongation controversée du mandat présidentiel. Ce n'est plus seulement une crise politique, c'est une crise de règles. Pour une partie des citoyens, l'idée s'impose brutalement. Si le sommet peut s'autoriser l'exception, alors personne n'est protégé par la norme. Les rumeurs de détournement de fonds déjà présentes se transforment en soupçons généralisés. La confiance se retire comme une marée. L'autorité centrale, au lieu de se consolider, se creuse. À ce moment-là, les tensions ne sont plus seulement dans la rue, elles sont aussi dans l'appareil d'État. Les fonctionnaires attendent des instructions qui ne viennent pas ou viennent trop tard. Les services publics, déjà fragiles, ralentissent encore. Les routes se dégradent, les hôpitaux peinent et l'économie réagit par une nervosité visible. Les prix montent, l'approvisionnement devient instable, l'activité hésite. L'absence de cap n'est pas une abstraction. Elle se traduit par des journées plus chères et des attentes plus longues. La crise prend un visage concret, puis arrive la phase d'activation militaire. L'armée interrompt le statu quo. L'opération, décrite comme méthodique, tranche avec l'image d'un chaos attendu. Des soldats encerclent un bâtiment administratif clé, calme, silencieux, comme s'ils voulaient montrer qu'ils contrôlent déjà la scène. L'arrestation du président suit et la ville bascule dans une atmosphère étrange. Stupeur, puis soulagement, puis peur de l'inconnu. Ce mélange est essentiel. Il indique que le renversement n'est pas seulement un événement, mais une réponse à une accumulation. Le climax, paradoxalement, n'est pas un affrontement, mais une suspension. Le pays se retrouve dans un vide de pouvoir où tout dépend de la vitesse de décision. Les institutions hésitent, les acteurs économiques recalculent, et les quartiers populaires observent la rue comme un thermomètre. L'armée devient le centre de gravité, et ce statut exige immédiatement une légitimité qui ne peut pas se décréter. Dans ce moment, les comparaisons régionales s'imposent. Certains évoquent les transitions au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère symbolique, un exemple de souveraineté restaurée qui circule dans les conversations. Mais les répliques commencent dès les premières heures.
Un défi surgit, l'unité interne de l'armée. Les tensions entre factions à peine visibles deviennent une menace potentielle dès qu'il faut décider de la direction future. Un autre défi suit, l'attente populaire. Les citoyens veulent des gestes rapides, sinon l'espoir se retourne en suspicion. Enfin, un troisième défi s'impose, l'image internationale, qui scrute la transition comme un signe de contagion régionale. La Guinée-Bissau n'est plus seulement un pays en crise, elle devient un signal et chaque choix pèse au-delà de ses frontières. La trajectoire institutionnelle se lit d'abord comme un glissement mesurable. En 2 ans, la participation aux consultations politiques internes a chuté de près de 30%. Et ce recul change la nature même du débat. Cette baisse signale une rupture durable entre citoyens et institutions. Ce premier indicateur ne décrit pas seulement un désintérêt, il dévoile une conviction. Voter, consulter, participer ne produit plus d'effets visibles. Quand la participation se contracte ainsi, la politique cesse d'être un mécanisme de correction et devient un théâtre où l'on assiste sans croire. La fatigue populaire, déjà alimentée par des promesses non tenues, se transforme en retrait silencieux. Et ce retrait ouvre un espace dangereux. Si la voie institutionnelle paraît bouchée, l'idée d'une solution exceptionnelle paraît moins choquante. C'est dans cette zone grise que la transition militaire trouve une partie de sa légitimité émotionnelle avant même d'obtenir une légitimité juridique. Le deuxième indicateur est moins statistique mais tout aussi parlant. Selon plusieurs témoignages, le président aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger durant les dernières années de son mandat. Cette absence prolongée nourrit un sentiment d'abandon et d'insécurité quotidienne. Ici, la donnée agit comme une image. Un pays qui ne voit pas son chef d'État ou le voit rarement finit par associer l'autorité à une silhouette lointaine. L'administration locale, déjà sous pression, perd l'illusion d'un centre qui coordonne. Les fonctionnaires improvisent, les urgences s'empilent et les services publics s'usent plus vite que les discours. L'inefficacité ne se limite pas à la lenteur, elle devient une habitude. Plus l'habitude s'installe, plus la population tolère l'idée qu'un autre acteur prenne la main, et simplement parce qu'il est présent. Le troisième indicateur est celui de la légitimité perçue, fragilisée par la prolongation controversée du mandat présidentiel, vécue comme une entorse fondamentale à la règle. Cette décision transforme la colère diffuse en défiance ouverte, presque irréversible. Même sans série de chiffres détaillés, la dynamique est claire. Une institution contestée perd sa capacité à arbitrer. Et quand l'arbitrage disparaît, chaque conflit ordinaire devient une crise potentielle. Dans ce contexte, l'intervention de l'armée n'est plus interprétée uniquement comme un coup de force. Elle se présente, pour certains, comme une tentative de préserver l'État avant son effondrement. Le problème est que ce raisonnement, pragmatique en apparence, porte une exigence immédiate. Si l'armée se prétend solution, elle doit prouver qu'elle n'est pas une substitution permanente. C'est là que la comparaison régionale pèse lourd. Le récit de souveraineté restaurée circule, et le nom d'Ibrahim Traoré devient un repère symbolique qui structure les attentes. Discipline, action rapide et contrôle des dérives. Mais ce repère peut aussi piéger la transition de Guinée-Bissau, car l'imitation d'un modèle ne suffit pas et la réalité locale impose ses propres fractures. Factions internes, économie fragile, institutions déjà usées. Les chiffres et les perceptions convergent vers une même conclusion. La rupture était prévisible, mais sa réussite ne l'est pas. Une transition qui ne produit pas d'amélioration tangible risque de transformer l'espoir en désillusion et la désillusion en instabilité prolongée. D'un côté, les partisans de l'intervention militaire soutiennent une thèse cohérente. L'armée n'aurait pas renversé un ordre fonctionnel, elle aurait stoppé une dérive.
Leur argument s'appuie sur une mécanique simple. Quand la participation politique chute fortement, quand le chef de l'État est perçu comme absent, et quand la prolongation controversée du mandat brise la règle, les institutions perdent leur capacité à corriger leurs propres excès. Dans cette lecture, la transition militaire devient une opération de sauvetage. Éviter l'effondrement total, rétablir une continuité minimale, protéger les services essentiels, puis reconstruire une architecture institutionnelle plus robuste. Ils ajoutent un élément psychologique. La réaction de la rue, mêlant stupeur et soulagement, montrerait que la rupture répond à une fatigue accumulée. Enfin, ils invoquent la comparaison régionale. Si des transitions militaires ont déjà été interprétées comme des réponses à l'impuissance de l'État, alors la Guinée-Bissau s'inscrirait dans une logique de souveraineté restaurée, où l'image d'Ibrahim Traoré sert de référence symbolique. De l'autre côté, les opposants avancent une thèse tout aussi structurée. Le remède risque de devenir la maladie. Leur point de départ est institutionnel. Une armée qui s'empare du pouvoir sans mandat populaire crée un précédent, et ce précédent peut normaliser l'exception. Même si l'intention initiale est de stabiliser, la concentration du pouvoir rend plus probable une dérive autoritaire, surtout si les mécanismes de contrôle civil disparaissent. Ils soulignent aussi un risque interne. Les tensions entre factions militaires peuvent bloquer les réformes et transformer la transition en lutte de position. Dans ce scénario, l'État ne se répare pas, il se fragmente. Ils ajoutent un risque social. L'espoir initial peut se retourner si les prix continuent de grimper, si les services publics ne se relèvent pas et si la transparence promise n'apparaît pas. La population, après avoir accepté la rupture, peut alors rejeter la continuité militaire. Ce débat révèle une frontière claire. L'intervention peut être acceptée comme urgence, mais elle ne peut pas être une destination. La seule manière de réduire la contradiction est de rendre la transition mesurable, limitée et lisible. Calendrier, responsabilité, critères de réussite. Sinon, l'argument du sauvetage perd sa force et la critique du précédent dangereux devient une prophétie. Tout change, puis tout hésite. Ce qui bouleverse l'équilibre, ce n'est pas seulement l'arrestation du président, mais la manière dont l'opération est perçue. Une action silencieuse, contrôlée, presque clinique. Les soldats encerclant un bâtiment administratif clé à Bissau deviennent une image pivot. Elle renverse l'attente d'un chaos immédiat et installe une autre lecture. L'armée ne cherche pas à démontrer la force par le désordre, elle veut imposer la force par la maîtrise. Cette différence, minime en apparence, modifie la psychologie collective. Une partie de la population, surprise mais pas choquée, interprète l'événement comme la fin d'un statu quo déjà jugé illégitime. Le soulagement, même discret, devient un signal politique. Mais ce révélateur a un revers. Si l'opération est maîtrisée, la transition doit l'être aussi. Dès les premières heures, le vide de pouvoir se transforme en test de gouvernance. Les institutions se retrouvent incapables de fonctionner normalement, non parce qu'elles viennent d'être détruites, mais parce qu'elles étaient déjà fragiles. La rupture révèle l'effritement accumulé. Et c'est ici que la comparaison régionale s'intensifie. Le nom d'Ibrahim Traoré, déjà associé à l'idée de souveraineté restaurée, apparaît comme un miroir exigeant. Si la discipline est le symbole, elle doit produire des décisions lisibles et des résultats tangibles. Sinon, l'image se fissure. Le pivot est donc double. D'un côté, la transition gagne un capital émotionnel. La rue accepte l'idée qu'un geste radical était inévitable. De l'autre, elle s'expose à une exigence immédiate, prouver que la maîtrise militaire peut devenir une reconstruction institutionnelle et non une simple prise de contrôle durable. À partir de ce point, chaque délai, chaque silence, chaque signe de division interne
peut inverser la dynamique, transformant le soulagement en inquiétude. Pour l'État, la première conséquence est un paradoxe. La transition promet de restaurer l'autorité, mais elle commence par exposer un vide. Les administrations, déjà habituées à improviser, se retrouvent face à une double contrainte: continuer à fournir des services essentiels tout en attendant une chaîne de commandement clarifiée. Cette hésitation fragilise la capacité opérationnelle des institutions et chaque retard devient un signal politique. Dans un pays où la confiance publique s'était érodée, le simple fait de tenir la routine devient une épreuve. Si l'armée ne produit pas rapidement des règles lisibles, l'État risque de rester dans une zone grise où la souveraineté proclamée ne se traduit pas en gouvernance. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et concret. L'incertitude fait grimper les prix et rend les décisions économiques plus coûteuses. Les marchés réagissent avec nervosité, les échanges commerciaux ralentissent et les acteurs privés recalculent leurs risques. Certaines entreprises locales perçoivent aussi une opportunité. Si la transition redéfinit les priorités, elle peut ouvrir un espace de réinvention, de nouveaux arbitrages et une transparence accrue. Mais cette opportunité reste conditionnelle. Sans cap clair, la peur de l'instabilité domine et les investissements se figent. Dans ce contexte, l'économie fragile devient un amplificateur. Chaque rumeur politique se transforme en hausse de prix. Chaque silence institutionnel se traduit en prudence commerciale. Pour les citoyens, la conséquence la plus visible est psychologique. Un mélange de libération et de peur de l'inconnu. Dans les rues de Bissau, la surprise s'accompagne d'une résilience qui n'est pas de l'euphorie, mais une volonté de supporter un choc si celui-ci mène à une réparation. Le quotidien, lui, ne suspend pas ses exigences. L'accès aux services publics, l'état des hôpitaux, la sécurité, la circulation et la possibilité de vivre sans tension permanente. Le danger est que l'espoir initial devienne une attente impatiente. Si la transition s'installe sans améliorer la vie quotidienne, la colère qui visait l'ancien régime peut se retourner contre les nouveaux détenteurs du pouvoir. La population, déjà fatiguée de promesses non tenues, veut des actions concrètes, pas une nouvelle narration. Pour la région, la Guinée-Bissau cesse d'être un cas isolé et devient un symbole observé. Les regards extérieurs, parfois inquiets, scrutent la possibilité d'une contagion politique, tandis que dans l'espace sahélien, la transition s'inscrit dans un débat plus large sur la souveraineté et les voies nastonegrai non démocratiques. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré pèse comme référence. Elle sert de modèle pour certains, de mise en garde pour d'autres. Son nom structure une comparaison permanente. Si des transitions militaires peuvent être interprétées comme restauration, alors elles doivent aussi prouver qu'elles ne conduisent pas à une militarisation durable. La conséquence régionale n'est donc pas seulement géopolitique, elle est normative. Elle influence ce que d'autres peuples et d'autres armées jugeront acceptable. En somme, ces quatre effets s'additionnent en une seule exigence: transformer le choc en trajectoire. La question décisive est désormais claire. La transition saura-t-elle produire des résultats visibles avant que l'incertitude ne devienne une nouvelle forme de régime? Et si, dans 6 à 12 mois, la Guinée-Bissau ne ressemblait plus du tout à ce que l'on imagine aujourd'hui? La transition militaire est un carrefour, et la direction prise dépend moins des discours que de la capacité à produire des règles, des limites et des résultats visibles. Dans un premier scénario, la stabilisation reste fragile. L'armée maintient un contrôle modéré, évite les fractures internes les plus explosives et réactive partiellement les services hydrauliques publics. La vie quotidienne retrouve un semblant de normalité, non parce que tout s'améliore, mais parce que la situation cesse d'empirer.
Les institutions fonctionnent à bas régime, la confiance se reconstruit lentement et la population accepte une période de transition tant que les signes de dérapage restent contenus. Le risque ici est une stabilité sans sortie, un calme obtenu par la gestion, mais sans trajectoire claire vers une architecture civile durable. Dans un second scénario, plus favorable, la transition engage une refonte institutionnelle et un recentrage souverainiste. Elle s'ouvre à un dialogue avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, communautés locales, et opérateurs économiques et transforme le capital émotionnel du renversement en réformes mesurables. Les priorités deviennent lisibles. Transparence des décisions, réorganisation des administrations, redéfinition des règles. Dans ce cadre, l'inspiration régionale joue positivement. L'image d'Ibrahim Traoré comme symbole de souveraineté restaurée sert de repère, mais sans être imité mécaniquement. Le pays gagne en cohérence et la confiance se reconstruit parce que les promesses se traduisent en améliorations perceptibles. Dans un troisième scénario, la transition se heurte à un blocage prolongé et à une fragmentation du pouvoir. Les tensions entre factions militaires s'intensifient, les décisions se contredisent et la transition devient une lutte interne plus qu'un projet national. La pression internationale et l'opposition interne accroissent la paralysie. L'économie réagit par une nervosité durable. L'incertitude alimente la hausse des prix, les investissements se figent et la population bascule de l'espoir à la désillusion. Dans ce scénario, le renversement n'ouvre pas une reconstruction. Il inaugure une instabilité prolongée. Un point commun relie ces trajectoires. La transition sera jugée sur sa capacité à limiter l'exception et à rendre ses choix vérifiables. La question la plus utile n'est donc pas qui a pris le pouvoir, mais quels garde-fous, quelles étapes, quels critères de réussite. Dans ce moment de transition, le spectateur n'est pas un simple observateur, parce que les effets décrits ne restent pas confinés au palais et aux casernes. Ils descendent dans le quotidien, puis remontent sous forme de pression sociale. Pour une première catégorie, les citoyens ordinaires, l'impact se mesure en gestes simples: le prix des denrées, la régularité des services, la sécurité dans les quartiers. Quand l'incertitude politique s'allonge, la vie devient plus coûteuse et plus lente. La question n'est pas seulement de savoir si le pays avance, mais si les familles sentent une amélioration, même minimale, dans la routine. Pour une deuxième catégorie, les fonctionnaires, la transition impose une tension permanente entre devoir et flou. Continuer à faire tourner l'administration sans directive claire, c'est travailler dans un brouillard où chaque décision peut être contestée demain. Dans ce contexte, le moindre signal de stabilité, même technique, devient un soulagement. Des procédures lisibles, des priorités définies, une chaîne de commandement identifiable. Pour une troisième catégorie, les jeunes, l'enjeu est plus symbolique. Hyper connectés, ils ne se contentent pas de subir. Ils comparent, discutent, contestent et cherchent des repères. Le récit de souveraineté qui circule dans la région, associé à des figures comme Ibrahim Traoré, nourrit une exigence particulière. Si la rupture se revendique comme restauration, alors elle doit aussi produire une transparence visible. Sans cela, le discours devient un slogan et la confiance se dissout. Dans ce cadre, deux gestes simples restent possibles, même sans pouvoir institutionnel. D'abord, exiger des repères concrets: calendrier, décisions publiques, critères de réussite, plutôt que des déclarations générales. Ensuite, favoriser les espaces de dialogue, y compris numériques, pour éviter que la transition ne soit capturée par une seule voix. Car la transition ne se réussit pas uniquement par la force. Elle se stabilise par la capacité à écouter, à corriger et à rendre des comptes. Pour qu'une transition ne se transforme pas en régime, elle doit être conduite comme un plan
pas comme une attente. La première étape consiste à restaurer la capacité opérationnelle des institutions de base, avec une priorité claire: réactiver les services publics essentiels, santé, éducation, sécurité, et définir un circuit de décision compréhensible. Qui fait quoi, dans quel délai et avec quelle marge d'arbitrage? Cette lisibilité est déjà une forme de stabilité parce qu'elle réduit le vide et l'improvisation. La deuxième étape est de créer un cadre juridique et de contrôle qui rendent la transition vérifiable. Cela implique des mécanismes de transparence sur l'usage des fonds publics et des procédures de responsabilité, idéalement appuyées par des instances capables de fonctionner sans dépendre d'un seul centre de pouvoir. La lutte contre la corruption, présentée comme priorité, ne peut pas rester un slogan. Elle doit s'incarner dans des audits, des critères et des sanctions cohérentes. La troisième étape est d'ouvrir un dialogue structuré avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, acteurs économiques, communautés locales, jeunesse. Il ne s'agit pas d'un débat décoratif, mais d'un outil de réduction de conflits. La transition devient plus robuste quand elle accepte des retours, parce qu'elle évite la radicalisation par l'exclusion. La quatrième étape concerne la décentralisation progressive, renforcer des structures locales capables de répondre aux besoins spécifiques sans précipiter un changement qui provoquerait des résistances inutiles. La cinquième étape est la révision du système électoral et le renforcement d'une justice indépendante, afin que la sortie de transition soit crédible et non contestée dès l'origine. Enfin, la mesure doit suivre l'action. Indicateur de continuité des services, stabilité des prix, sécurité, perception de légitimité. C'est là que l'ombre d'Ibrahim Traoré redevient un repère. Dans la région, l'idée de souveraineté restaurée ne vaut que si elle produit des résultats mesurables et des limites claires. Sans limite, la souveraineté se confond avec la domination. Dans le quartier populaire où le commerçant ferma plus tôt, puis rouvrit à l'aube, l'image revient comme un rappel discret. Ce n'était pas une fête, c'était un test. La transition a réveillé des espoirs longtemps étouffés, mais elle a aussi réveillé une mémoire collective, celle des promesses qui s'usent vite lorsqu'elles ne deviennent pas des actes. Dans les rues de Bissau, les conversations oscillent entre dignité retrouvée et crainte d'un retour à l'autoritarisme. Ce balancement, et c'était le vrai cœur émotionnel de la période. Le renversement a offert une respiration, pas une solution automatique. Et cette respiration peut se refermer si la vie quotidienne ne change pas. Prix, service, sécurité, justice. La figure d'Ibrahim Traoré, utilisée comme symbole régional de souveraineté restaurée, renforce l'exigence de cohérence. Inspirer ne suffit pas, il faut prouver. Le peuple ne demande pas un récit héroïque, il demande un État qui arbitre, protège et tient ses engagements. Une idée s'impose comme une ligne de force. La souveraineté sans limite devient une cage. Quand le commerçant rouvre son rideau, il veut une normalité durable, pas un sursis. C'est à cette échelle, intime et quotidienne, que la transition sera jugée. La Guinée-Bissau est désormais suspendue entre deux forces, l'espoir d'un renouveau et la peur que l'exception devienne la règle. Dans ce type de moment, la question n'est pas seulement politique, elle est sociale, presque morale. Une transition ne réussit pas parce qu'elle renverse un pouvoir, mais parce qu'elle reconstruit une confiance. Cette confiance se gagne dans les détails, des services qui fonctionnent, des prix qui cessent de grimper, une justice qui redevient crédible et une transparence qui ne recule pas au premier obstacle. Le débat régional ajoute une couche symbolique. En évoquant Ibrahim Traoré, certains cherchent un modèle, d'autres un avertissement. Mais la leçon la plus utile reste simple. Aucun symbole ne remplace une méthode. Si la transition veut rester une opportunité, elle doit accepter des garde-fous, écouter les corps intermédiaires et rendre ses choix vérifiables.
Sinon, l'espoir se transforme en impatience puis en désillusion. La question ouverte finalement appartient à tous ceux qui observent. Dans 6 à 12 mois, la Guinée-Bissau aura-t-elle transformé une rupture en refonte ou aura-t-elle seulement changé de centre de pouvoir?